Donc je viens justement des bords du Léman. Et aujourd'hui, je vais parler de l'architecture du génome et comment elle peut influencer nos traits, comment elle peut influencer nos phénotypes. En fait, je vais vous parler aussi des mots, certains mots de notre jargon qu'a déjà utilisé aujourd'hui Louis. Je vais vous parler d'expressivité variable, comment avec la même étiologie génétique, on peut avoir des personnes qui ont un phénotype sévère, d'autres qui ont un phénotype moins sévère. D'une pénétrance réduite, ça c'est avoir soit le phénotype, soit ne pas l'avoir, donc ça correspond bien à sévère et non présent. Et puis après, je vais aussi vous parler d'exemples de pléiotropie. Comment la même étiologie, comment le même changement génétique peut affecter différents organes, différents systèmes et différents tissus. Et pour cela, je vais surtout me concentrer sur notre chromosome 16 et en fait sur le bras court de notre chromosome 16 pour illustrer comment un changement de l'architecture du génome peut influencer le trait. Et puis, donc, il y a 25 ans maintenant, un quart de siècle, on a séquencé le premier génome humain, puis après on a séquencé un deuxième, un troisième, des centaines, maintenant des millions de génomes. Et puis, une des choses qu'on a remarqué assez vite, c'est qu'en fait, ce qui fait qu'on est différent génétiquement, ça peut être des choses, des éléments, des séquences grandes ou petites. On a parlé beaucoup, Louis vous a parlé beaucoup ce matin des single nucleotide polymorphismes, des changements d'un seul nucléotide. Donc ça, c'est un petit changement au niveau de la taille. Mais il y a aussi d'autres changements génétiques qui sont de grande taille. Alors, je vais vous en présenter un aujourd'hui. C'est un variant du nombre de copies, acronyme en anglais CNV. Et puis ça, c'est des longues séquences qui peuvent avoir, ça peut être 1 million de nucléotides qui sont peut-être délétés, absents du génome de certaines personnes, en une copie, en deux copies ou en trois copies de différents allèles de la population, de vous et moi. Et puis, je vais faire ici une pause, et puis, vous pensez pourquoi ça pourrait être important? Alors, si on revient à la taille de notre génome, qui est un peu plus de 3 milliards de nucléotides de base, si vous regardez votre voisin et votre voisine, si vous comptez le nombre de nucléotides, le nombre de bases qu'il va le falloir avant que vous ayez une différence génétique, ça sera à peu près 1 sur 1500. Et puis, ce qui correspond à peu près à 2 millions de différences. Mais si je vous dis que, non pas ces fautes de frappe de l'encyclopédie de la vie, mais des fautes de reliure, des pages qui manquent ou des pages qui sont dupliquées ou des cahiers entiers qui sont déplacés, en fait, ce type de différence, c'est à peu près 1% de nos différences si on compte le nombre de bases de différence. Est-ce que ceci correspond à peu près à 26 millions de différences, de bases de nucléotides de différence? Vous voyez qu'il y a un rapport de 10 entre ces 2 millions et ces 26 millions, plus de 10 fois. Donc, pensez que, ça vous a été dit et répété aujourd'hui, pensez s'il y a un gène de cet intervalle. Ce gène n'est pas présent, il est présent une fois, il est présent 2 fois ou il est présent 3 fois. Intuitivement, on comprend très bien que le changer, soit l'enlever, soit en avoir plus de copies, ça peut avoir une très forte influence et un très fort effet sur nos traits, sur le phénotype, en particulier pathologique. Donc, imaginons un chromosome tout simple, il a 5 locus, 5 bandes si vous voulez, une orange, une rouge, une blanche, une verte et une kaki. Et puis, au cours du temps, au cours par exemple de l'évolution humaine, de la ligne humaine, le locus blanc, il est dupliqué, il est doublé. Cette information génétique est doublée. Alors, ça, ce n'est pas une idée jetée en l'air, ça s'est souvent passé, c'est souvent le cas. J'utilise ici un
un schéma un peu difficile, mais je vais vous montrer ce que ça veut dire. Ici, vous avez le chromosome 22, chromosome humain numéro 22. C'est un vieux travail, vous voyez, il a 25 ans, du groupe de Evan Eichler à Seattle. Et Evan Eichler et son laboratoire, les membres de son laboratoire, chaque fois qu'ils trouvaient une séquence d'à peu près 10 000 paires de bases placée une deuxième fois quelque part dans le génome, au moins soit identique, soit presque identique, ils le marquaient. Ils l'ont marqué soit en bleu si c'est sur le même chromosome, soit en rouge si c'est sur deux chromosomes différents. Donc, par exemple, la séquence qui est ici, elle est dupliquée, et puis elle est dupliquée juste à côté. Puis je vais vous expliquer quel est le mécanisme pour cette duplication. Et vous voyez qu'une autre séquence qui est ici, elle est dupliquée, et au cours du temps, il y a peut-être une autre séquence qui est venue se placer entre deux. Elle se retrouve une séquence, et sa duplication, sa copie, est un peu plus loin sur le chromosome 22. D'autres fois, c'est dupliqué, et au cours du temps, c'est séparé. Et cette séquence-là se trouve une copie sur le chromosome 22, et puis une copie sur le chromosome 13. Ce n'est pas important où sont ces séquences. Ce qui est important de comprendre, c'est que ça arrive beaucoup de fois. Et à peu près 5% de notre génome, donc 1/20 de notre génome, de la lignée humaine, est dupliqué. On parle de paralogie. C'est des copies paralogues. Et si c'est 5%, ça veut dire que c'est important et c'est arrivé souvent au cours de notre évolution. Je vais vous parler du mécanisme. Alors, ce mécanisme, c'est une recombinaison non allélique. Ce qui se passe, c'est que quand il y aura un crossing over, vous avez reçu de vos parents une copie du génome d'une lignée maternelle, une copie de votre lignée paternelle, mais les chromosomes que vous avez reçus de vos parents, ils n'ont jamais existé auparavant. Ils sont la combinaison, par recombinaison, c'est un nouveau chromosome qui a été créé et qu'on vous a donné à vous. C'est pour ça qu'on est tous uniques. Mis à part les jumeaux monozygotes dont on parlait tout à l'heure. Mais ce qui se passe, c'est que quand il y a ce crossing over, parfois il n'est pas parfait. Et si vous avez des séquences qui sont répétées, ici cette flèche jaune, si ces deux chromatides ne s'alignent pas parfaitement, mais elles sont décalées, vous voyez que vous et moi, on va préparer des gamètes qui, à un certain degré, un certain pourcentage, vont enlever, vont déléter cette séquence intermédiaire ou la dupliquer. Vous comprenez bien que ce mécanisme permet, si on revient à mon locus blanc de mon chromosome, de mon schéma de mon chromosome, vous voyez que cette séquence-là, tout à coup, elle est dupliquée. Donc ça, c'est le mécanisme. Et puis, pourquoi c'est si fréquent? Alors, ce qui se passe, c'est que si ce locus blanc, cette séquence blanche est dupliquée, imaginez-vous qu'il y a un gène ou des gènes dans cette séquence. Tout à coup, vous avez deux copies. La première copie peut garder sa fonction, son rôle premier, mais la deuxième peut prendre un nouveau rôle, ce qui va se permettre une adaptation au changement et donc une évolution. C'est pour ça que notre génome, si on le regarde, et on revient à cette figure-là, il est très dupliqué. Je me répète, 1/20 de notre génome est le fruit de duplication. Et ces duplications sont chez tout un chacun. Elles ont été ce qu'on appelle fixées dans la population. Certainement, parce que ça nous donnait un avantage à certains individus au cours de l'évolution pour l'espèce humaine. Alors, ça c'est le côté positif de l'histoire. Maintenant, on va parler du côté un peu plus noir de l'histoire, du côté négatif. Alors, je reviens à mon chromosome avec mes différents locus. Le locus blanc, je l'ai fait un peu plus petit, mais c'est juste pour une question visuelle. Au cours du temps, il est dupliqué. Puis je me suis dit, mais peut-être qu'aussi au cours du temps, parfois, il y a une nouvelle séquence qui est placée au milieu. Si je reviens en arrière, c'est exactement ce cas de figure. La séquence qui est là se retrouve aussi ici.
Et vous comprenez bien que la force, cette recombinaison non homologue, qui fait que cette zone-là peut être dupliquée, peut faire que cette séquence rouge, quand vous voulez faire un crossing over avec des chromosomes de ce style-là, et cette séquence est mal alignée sur celle-ci, vous pouvez déléter la séquence rouge, et vous pouvez dupliquer la séquence rouge. Et ceci arrive à un certain taux quand on prépare des gamètes. Et vous comprenez bien que s'il y a des séquences et des gènes importants ici, de ne pas les avoir ou de les avoir en plus grand nombre pourrait causer un changement de phénotype et être associé à des pathologies. Alors, je vous ai dit qu'on allait parler surtout du chromosome 16, et ça c'est l'exemple que je vais suivre. Et en fait, on va même pas seulement parler du chromosome 16 in toto, on va se focaliser sur une petite partie du bras court de ce chromosome 16, une bande chromosomique qui s'appelle 16p11.2. Pourquoi? Alors, on est justement sur ce bras court du chromosome 16, et dans cette bande, quand on fixe les chromosomes et on les regarde, il y a des bandes claires et des bandes foncées. Ça, c'est une bande plutôt claire. Cette bande, cette région de notre génome, de notre chromosome 16, elle a accumulé ces locus blancs, ces loci blancs. Il y en a un ici, il y en a un deuxième là, il y en a un troisième, un quatrième et un cinquième. Ce qui veut dire qu'à un certain niveau, très rarement, mais ça arrive à chacun d'entre nous quand on prépare des gamètes, encore une fois, je me répète, on va réarranger cette portion de notre génome, peut-être la déléter ou la dupliquer, celle-ci. Et vous voyez que ça peut être très grand parce que ce locus blanc, il se retrouve aussi beaucoup plus loin, dans cette bande chromosomique ici, la 1, 2.1. Donc, et vous voyez que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mégabases, donc 8 millions de bases plus loin. Et cet intervalle peut aussi lui être délété et dupliqué quand on prépare certains de nos gamètes. Alors, le réarrangement, le changement d'architecture le plus commun dans cette zone, il est là. C'est un intervalle de 600 000 nucléotides, 600 000 paires de bases, entre ce qu'on appelle le breakpoint, le point de cassure 4 et le point de cassure 5. Et pour étudier s'il y a une association avec un trait, qu'est-ce qu'on fait? On prend par exemple une cohorte clinique, les obèses, les gens avec une déficience intellectuelle, les gens qui ont un diabète type 2, et on les compare avec la population générale, vous et moi, et on cherche en fait si ce variant, si ce changement génétique, si cette mutation, elle est plus présente dans ma cohorte clinique que dans la cohorte contrôle. Et puis, on était capable de faire ça. On a commencé à être capable de faire ça en 2009 parce qu'il a fallu qu'on ait des technologies qui nous permettent de voir ces changements, ces réarrangements architecturaux sont très rares, qui nous permettent de tester beaucoup d'individus pour avoir la puissance statistique, beaucoup d'individus en peu de temps. Et on s'est rendu compte que la délétion de cet intervalle, elle est présente chez à peu près une personne sur 2000. Et la duplication réciproque, elle est aussi, elle, présente à une fréquence d'à peu près 1 sur 2000 dans la population. Alors, 1 sur 2000 plus 1 sur 2000, c'est à peu près 1 sur 1000. C'est 350 000 Européens. Donc, c'est rare, mais ce n'est pas si rare, finalement. OK? Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que, comme mes collègues Mark Daly à Harvard Medical School ont commencé justement à pouvoir regarder comment était la délétion, et quel était le taux des délétions dans des cohortes cliniques par rapport à des cohortes contrôle, ils se sont rendus compte que la délétion était associée avec le spectre de l'autisme. Vous voyez qu'une année plus tard, 2008, une année plus tard, la duplication a été associée avec la schizophrénie. Ce ne veut pas dire que tous les gens qui ont des lésions font partie du spectre de l'autisme,
et que toutes les personnes avec la duplication sont schizophrènes. Non, la pénétrance, elle est de 20%. Donc, une personne sur 5 porteurs de la délétion va se retrouver dans le spectre de l'autisme, avec des traits autistiques. La même chose pour la duplication. 20% de pénétrance. Donc, une personne sur 5 ayant la duplication sera schizophrène. Ceci dit, c'est seulement 20%, mais 20% par rapport à une fréquence de 1 sur 2000 dans la population fait que la délétion pour l'autisme et la duplication pour la schizophrénie sont les étiologies génétiques les plus communes de ces pathologies. Ça explique un peu moins d'1% des patients dans le spectre de l'autisme et à peu près un peu moins d'1% des patients schizophrènes. Mais c'est quand même l'étiologie la plus commune. C'est aussi simplement dire que beaucoup d'étiologies différentes vont participer à un phénotype qui est similaire. Alors, une année plus tard, et cette fois c'est Jim Lupski, qui travaille au Baylor College of Medicine à Houston, lui, il venait avec un autre angle. Il s'intéressait à savoir, mais est-ce que la délétion et la duplication ont une influence sur la circonférence crânienne? Et il a trouvé que, en fait, les personnes porteurs de la délétion sont macrocéphales, alors que les porteurs de la duplication sont microcéphales. Donc, un certain continuum au niveau des traits entre avoir une copie, 2 copies ou 3 copies de cet intervalle. Et puis, Sébastien Jacquemont et moi, on avait en fait encore un autre angle d'approche. On s'intéressait à la génétique de l'obésité. Et on s'est rendu compte que les porteurs de la délétion, très souvent, étaient obèses. En fait, presque tous sont obèses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Quels sont les chiffres? Alors, ici, vous avez, sur votre axe X, vous avez l'âge. Et puis ici, vous avez l'IMC, dont on a déjà beaucoup parlé ce matin. Et puis, il y a ces croix roses, ces croix vertes et ces croix bleu ciel. C'est la population générale. IMC en fonction de l'âge. Et cette ligne bleue et cette ligne brune, c'est le 3e et le 97e percentile de l'IMC en fonction de l'âge pour des enfants, des enfants du centre de l'Europe. Vous voyez que les bébés, ils sont nés, puis après, ils sont tout joufflus, puis ils commencent à marcher, puis vous voyez que l'IMC, il descend. Et puis après, à peu près à 7-8 ans, si vous imaginez la suite de cette courbe, vous voyez que notre IMC va augmenter au cours de notre vie immanquablement vers le haut. Bien sûr, il y aura des exceptions, mais au niveau de la population, c'est ce qu'on voit. Donc ça, c'est la population générale, c'est vous et moi. Et puis, sur ces données, on a placé les porteurs de la délétion. Et vous voyez que, passé l'âge de 10 ans, certainement la puberté, vous voyez qu'ils seront tous, en fait, avec un IMC qui les classe dans la catégorie des obèses. En fait, 95% des porteurs de cette délétion vont avoir un IMC qui les diagnostique comme obèses. Encore une fois, ce n'est pas qu'on explique tous les obèses, on explique à peu près 1% des obèses. Mais bien sûr, sachant qu'ici il y avait un continuum, on s'est immédiatement posé la question, mais qu'est-ce qui arrive avec les gens qui ont la duplication? On s'est rendu compte qu'eux, ils étaient en sous-poids sévère. Ils ne sont pas anorexiques, hein? Ils sont en sous-poids sévère. Et donc, c'était la première fois que, génétiquement, on montrait qu'il y avait un continuum entre être en sous-poids et être en surpoids. Parce que jusqu'alors, les médecins pensaient que c'était 2 entités pathologiques totalement différentes et indépendantes. Ça, c'était le premier cas, on en a trouvé d'autres depuis, mais montrer qu'il y avait justement un continuum. Et puis, ceci vient avec d'autres traits. En fait,
cette macrocéphalie, grande taille du périmètre crânien, ou microcéphalie, petite taille du périmètre crânien, sont en fait en parallèle. On voit qu'il y a un agrandissement de la taille du cerveau et une réduction de la taille du cerveau chez les porteurs de la délétion et les porteurs de la duplication. Si on regarde plus précisément, en fait, les régions qui sont le plus agrandies et le plus diminuées en taille, elles ont été préalablement associées avec le langage. Ils ont tous un problème de langage, je ne voulais pas citer, et j'en parlerai pas aujourd'hui. Avec l'autisme, ça correspond bien ici à cette association, et en fait, avec le système de la récompense. Ce qui fait qu'on pense que ces individus porteurs de la délétion deviennent obèses et ceux porteurs de la duplication sont sous-poids, pas parce qu'ils sont plus capables de stocker les calories ou moins capables de stocker les calories, mais certainement parce qu'ils ne sont pas capables de répondre correctement à la question « est-ce que j'ai faim ou est-ce que je n'ai pas faim ?» Alors, je vais donner une anecdote. Pour faire ces études, on avait des parents qui venaient avec leur enfant porteur de la délétion ou porteur de la duplication. Et en fait, quand vous voyez le premier couple de parents avec un enfant de duplication, l'enfant qui a 5 ans, les parents qui lui courent après avec une cuillère et puis qui veulent lui donner de la purée, et puis après 2 ou 3 cuillères, et puis il répète ça plusieurs fois dans la journée, il en a assez. Au début, vous croyez que c'est par hasard, mais quand vous voyez le 4e ou le 5e ou le 6e, vous dites que peut-être cette idée que ça a à voir avec le système de la récompense et que c'est là qu'il y a une altération qui fait que certains seront obèses et d'autres seront en sous-poids. Alors, la vraie question, du moment qu'on a fait cette association, et c'est la même chose pour les GWAS, c'est qu'on sait où est le problème génétiquement. On sait quel est le point final, obésité, autisme, mais comment faire le lien, quel est le mécanisme qui va de l'un à l'autre. Alors ici, la difficulté, elle est supplémentaire, c'est qu'il y a 29 gènes dans cet intervalle qui est délété ou dupliqué. Alors, on ne savait pas trop comment l'aborder, mais on a approché Nico Katsanis, qui était à Duke, qui était un grand promoteur de l'utilisation du poisson zèbre pour la recherche en génétique médicale et en génétique humaine. Et puis, Nico nous a dit, alors, obésité, je ne peux pas faire, mes poissons, ils ne seront jamais obèses. Par contre, je peux regarder la taille de la tête. Alors, ce que Christelle Golgio, qui maintenant est professeure à l'IGBMC à Strasbourg, a fait, c'est que pour faire comme si c'était la duplication, donc qu'il y a trop de ces gènes, elle a injecté dans les embryons de poissons zèbres les ARN humains de ces 29 gènes. Et il y en a un seul, qui est ce gène-là, KCDT13, c'est pas important lequel, mais il y en a un seul, qui a fait que les embryons de poissons zèbres avaient une microcéphalie, ou disons une tête plus petite. Et puis ce qui est beau en ayant des animaux modèles, c'est que vous pouvez faire aussi l'expérience réciproque. Alors, elle a enlevé le KCDT13 du poisson, elle a vu des poissons qui avaient une macrocéphalie, une tête plus grande. Donc, un peu exactement ce qu'on trouvait, exactement entre guillemets, ce qu'on trouvait chez nos patients. Mais par contre, donc si ça c'est la cause, si on cherche bien dans la population humaine, on devrait trouver des gens qui ont seulement ce gène délété, qui ne fonctionne pas, et qui sont obèses, ou qui sont dans le spectre autistique. On ne l'a jamais trouvé. Et la réponse, elle est peut-être là, c'est que quand Christelle est allée un peu plus loin, qu'elle a surexprimé KCD13 dans les embryons de poissons, mais associés aux 28 autres gènes l'un après l'autre, et là on a trouvé 2, qui sont ces gènes MVP et MAPK3, qui faisaient que la tête était encore plus réduite. Alors on dit qu'ils sont en synergie, hein,
On dit qu'ils sont en épistase, ces deux gènes sont en épistase avec le premier gène. Tout seuls, ils n'ont pas d'effet, mais quand on les combine en autre, on voit un effet. Ça doit vous rappeler plusieurs choses que Louis vous a présentées, où il y avait une synergie parfois entre l'environnement et la génétique. Ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup plus d'effets en délétant et en dupliquant ces 29 gènes, parce qu'on touche 3 gènes qui sont certainement dans la même voie métabolique. Alors, ce n'est pas certainement, ils le sont, parce que MAPK3, KCDT13, MVP, le gène ici CDIPT, et ce cinquième ici, TAOC2, sont tous dans une voie métabolique qui s'appelle P10-AKT, qui contrôle la croissance. Ça veut aussi dire que peut-être notre génome n'est pas tout à fait organisé de façon aléatoire, parce qu'on a un enrichissement dans ce petit espace de plusieurs gènes qui ont une influence sur les mêmes choses. Alors, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de réarrangement ici, mais je vous ai aussi dit que cette zone, cette cytobande 16P11.2, elle avait d'autres locus blancs et qu'il pouvait y avoir d'autres réarrangements. Alors, on a immédiatement regardé les réarrangements à côté. Cette fois, c'est un réarrangement plus petit, c'est 220 000 nucléotides entre le point de cassure 2 et le point de cassure 3. Et puis, bien qu'ils sont plus rares, on a trouvé qu'ils étaient associés au même trait. Alors là, d'abord, on a pensé qu'on avait fait une erreur. Et puis après, on s'est dit, mais peut-être il y a une explication. Et ma doctorante de l'époque, Nicola Loviglio, elle est venue avec 2 possibles explications. La première, c'est que ces 2 intervalles, ils s'autorégulent l'un l'autre au niveau de la chromatine et de la structure de la chromatine. Une autre possibilité, qui n'est pas mutuellement exclusive, les 2 peuvent être en train de porter leurs fruits, c'est qu'il y a un gène dans le premier intervalle qui contrôle des gènes dans le deuxième, et ou vice-versa. Et puis, donc elle a testé, sa thèse, c'était de tester ces 2 hypothèses. Alors la première, c'est montrée ici. Alors ça, c'est un peu difficile, mais on est justement dans cette bande-là. Et puis, en fait, elle est montrée ici sur un cercle. On est si on compte le nombre de bases, on est de la mégabase 27, la 28, la 29, jusqu'à la 31 dans cet intervalle-là. Et puis, elle a regardé si, au lieu d'être le long de cette molécule de chromosome, cette partie du chromosome 16, si, au lieu d'être très loin, malgré qu'ils sont très loin sur la séquence, ces positions sont très proches quand elles sont dans la cellule, dans le noyau de la cellule. Elle s'est rendue compte que, en effet, l'intervalle bleu, souvent, se retrouve proche dans l'espace tridimensionnel de la bande orange. Mon réarrangement de 220 000 nucléotides et mon réarrangement de 600 000 nucléotides. On peut le faire même de manière plus visuelle. Si on a notre noyau, notre cellule ici, et on utilise une sonde en rouge qui reconnaît cet intervalle, et puis une en vert qui reconnaît cet autre intervalle, vous voyez que, bien sûr, il y a deux points rouges et 2 points verts, puisqu'on a 2 copies du chromosome 16, une paternelle et une maternelle. Vous voyez que soit elles sont tout proches, soit elles sont overlappantes. Et puis, ce n'est pas dû simplement à la distance, parce que si on prend un contrôle qui est équidistant, mais de l'autre côté, vous voyez que eux, en fait, les 2 points sont séparés. Donc, il y a une force qui fait que, certainement, au niveau de la réorganisation de la chromatine, donc de ce qui régule l'expression du génome, ces 2 régions sont l'une proche de l'autre. Donc la première hypothèse est vraie. Qu'en est-il de la deuxième? Alors, je vous ai déjà dit qu'en utilisant le poisson zèbre et en injectant, donc en faisant un trop-plein des ARN de 3 gènes de ces 29, KCDT13, MVP, MAPK3, les poissons avaient une tête, circonférence crânienne qui devenait plus petite.
Nicolas a fait la même chose avec les 9 gènes de cet intervalle, puis on a trouvé un, qui s'appelle LAT, qui lui aussi avait le même effet. Alors, est-ce qu'ils travaillent ensemble? Alors, la réponse est oui. Parce que vous voyez que si on surexprime ces deux-là, il ne se passe rien par rapport au contrôle. Si on surexprime ce gène LAT qui est dans l'intervalle bleu, on a une diminution significative de la taille de la tête de ces embryons de poisson zèbre. Mais si on leur rajoute ces deux, qui eux tout seuls n'ont pas d'effet, vous voyez qu'on multiplie, qu'on synergise l'effet. Donc de nouveau, un effet de ce qu'on appelle une épistase. Donc montrons bien, si je reviens là, qu'il y a des gènes dans l'intervalle orange et l'intervalle bleu qui s'autorégulent. Donc on a parlé de ces deux intervalles, mais on va maintenant parler justement, je vais finir là-dessus, sur cette expressivité variable, la pénétrance réduite et la pléiotropie. Et je vous ai dit que tout ce qu'on a fait, tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, on a comparé des cohortes cliniques avec des cohortes contrôle. Il y a un grand problème avec cette approche, c'est que ça ne nous dit rien sur le phénotype, les traits des porteurs de cette étiologie génétique dans la population générale. Alors, il se pourrait qu'ils n'aient pas le phénotype. Pourquoi? Louis vous l'a dit. Peut-être parce que leur style de vie, leur environnement est parfait. Ils sont à risque de type 2, de diabète de type 2, mais parce qu'ils sont sportifs, parce qu'ils ont une vie très saine, ils ne vont jamais le montrer. Une autre possibilité, c'est qu'on se soit trompé. Qu'en tant que service de santé, on se soit trompé. Cet individu, en fait, il a le phénotype, il aurait dû être là, mais on ne l'a pas reconnu. Il est mal classé. En fait, en général, ces deux hypothèses, ce n'est pas ce qui se passe. On s'est rendu compte que les gens qui ont la même délétion, la même duplication de ce cas-là, en fait, ce n'est pas qu'ils n'ont pas le phénotype, mais ils ont le phénotype de manière moins sévère. Ils ont une forme beaucoup plus mild de ce phénotype. Donc, ça veut dire que certains, avec cette étiologie génétique, peuvent avoir un phénotype sévère, d'autres, un phénotype qui est beaucoup plus bénin. Si vous regardez bien, il est présent, mais il n'est pas un diagnostic qui fait que vous dites « Ah, vous êtes obèse ». Parce que le problème, et ça c'est un problème médical, c'est un problème de diagnostic, c'est toujours blanc et noir. Il y a un moment où vous passez de citoyen à patient, ou de patient à citoyen. Alors, ce qui est bien, c'est que maintenant, et Louis vous l'a cité, c'est qu'on peut regarder chez cet individu. On a accès à des biobanques. Il vous a parlé de la biobanque, la UK Biobank, la biobanque britannique, qui regroupe à peu près un demi-million de Britanniques. Il y en a une autre, la biobanque estonienne. Alors, c'est beaucoup moins de gens, 150 000, 3 fois moins. Par contre, c'est 15% de la population adulte de l'Estonie. L'Estonie ayant un peu plus d'1 million d'individus. Une autre différence, c'est qu'ici, cette biobanque a été faite de cette manière. Ils ont envoyé 1 million de courriers et 500 000 personnes ont répondu positivement. Si vous faites ça, les gens qui vont venir chez vous et qui vont s'enrôler dans cette biobanque, ils vont être mieux formés, plus sains et en général plus riches que la population générale. Donc quand on vous dit c'est une cohorte contrôle, cette cohorte contrôle, elle est biaisée d'une manière ou d'une autre. Il faut toujours être conscient de ça. La biobanque estonienne, c'est un autre biais. Mais les cas qui sont sévères, ici, ils vont certainement être absents. Et puis ici, il y en aura un peu qui sont quand même présents. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans un pays, je pense que l'influence soviétique, des années soviétiques, a peut-être joué un rôle. C'est ma vision de la chose, qui fait que, encore quand votre médecin vous dit « enrôlez-vous », participez, les patients estoniens le font.
Mais pour revenir à ce que je vous disais, ça nous permet de regarder, mais qu'est-ce qui se passe dans la population générale, chez vous et moi, si on est porteur de cette étiologie génétique, de cette délétion ou cette duplication. Alors, Cara Ouvert, ça c'est, vous voyez, très récent. Elle a pris la biobanque britannique, la UK Biobank, et puis elle a cherché, on n'a pas pris les 500 000, on a pris à peu près 350 000 de ces Britanniques qui étaient enrôlés dans la biobanque. Pourquoi pas les 500 000? Parce qu'on s'est simplifié la vie et on n'a pris que la population blanche. Et si on avait 2 frères et sœurs ou 2 cousins, on a tiré au sort 1. Parce que ceci aurait pu poser problème au niveau de nos études d'association. Pardon. Et donc, on s'est rendu compte qu'à peu près 1 personne sur 4 avait soit une délétion, soit une duplication quelque part sur son génome. Donc, c'est quelque chose de très commun. Hein? La moitié de cette salle, moi par exemple, peut-être, je suis porteur d'une délétion et d'une duplication, d'une certaine taille. Je ne veux pas dire qu'elle est associée, cette délétion et duplication, à une pathologie, mais en tout cas, elle est présente. Mais du moment que vous avez ça, vous pouvez, hein, si vous regardez la pénétrance, c'est une pénétrance complète, chaque fois que l'étiologie est présente, vous avez le phénotype. Si elle est incomplète, c'est oui ou non. Mais vous avez peut-être cette expressivité variable, si vous avez ce phénotype sévère, moyen ou pas présent. Et puis, en fait, en regardant toute la population, ça nous permet de les classer et de voir s'il y a justement un risque pour la pathologie. Et comme je vous ai dit, les cliniciens vont dire que vous êtes affecté si vous avez passé un certain seuil. Mais sinon, vous êtes un citoyen comme vous et moi. Alors c'est ce que Cara a fait. Et puis en fait, ce qu'elle a fait, c'est un GWAS, mais un GWAS un peu transformé. Alors pour revenir à ce qui vous a été dit aujourd'hui, un GWAS, vous regardez plein de positions sur notre génome, où on sait que certains d'entre nous auront un A, puis d'autres un C, et puis, ou un T, pardon. Et puis, on compte le nombre de T. Soit il n'y en a aucun, soit il y en a un, soit il y en a 2. Et on essaye de faire, en fait, une association avec le trait, avec le phénotype. Alors, Cara, elle a fait quelque chose d'un peu différent, c'est qu'elle a regardé quelle était l'association avec un changement du nombre de copies d'une région. Donc, ce n'est pas de T, 1T, 2T, c'est soit 2 copies, la copie paternelle, la copie maternelle, soit moins de 2 copies, soit plus de 2 copies. Et puis, bien sûr, ça joue si vous avez 3 points, vous avez des données sur 3 cas, moins de 2 copies, 2 copies, plus de 2 copies, si vous avez un effet en miroir, comme je vous l'ai présenté avant. Si vous avez une délétion, votre IMC monte, si vous avez une duplication, votre IMC descend. Mais dans beaucoup de cas, ce sera peut-être seulement la duplication qui a un effet. Vous voyez que là, la délétion n'a aucun effet. Ou seulement la délétion qui a un effet. Il y a aussi un 4e modèle, c'est et la délétion et la duplication sont délétères de la même façon. Donc elle a regardé ces 4 modèles, Cara, et puis elle a trouvé, en fait, que des réarrangements sur toutes ces bandes chromosomiques ici étaient associés quand il y a un disque bleu ou rouge, avec, ou violet si c'est dans les 2 modèles, si c'est et la délétion et la duplication, avec beaucoup de traits. Mais vous voyez qu'il y a une bande verticale qui est très colorée, où il y a beaucoup de points positifs, il y a beaucoup d'associations, et c'est de nouveau, en fait, ces réarrangements du chromosome 16, de la première bande jaune, hein, qui est entre le point de K sur 4 et le point de K sur 5. Hein? Donc, en fait, 46 phénotypes sont associés avec la délétion
et ou la duplication de cet intervalle. Donc c'est énorme. Hein? Soit parfois c'est seulement la délétion qui a un effet, parfois seulement la duplication, les deux en miroir, ou alors et la délétion et la duplication ont un effet. Donc, ça veut dire que c'est une pléiotropie extrême. Hein? Vous avez une étiologie, et puis ça touche beaucoup de systèmes. Mais ça veut aussi dire que vous allez pouvoir tester l'expressivité variable. Et puis, Chiara est venue avec une phrase qui est très importante, c'est que ces réarrangements de cet intervalle, ils sont suffisamment délétères pour qu'on les retrouve dans des cohortes cliniques, mais pas suffisamment pour qu'ils soient absents des cohortes de population. Contrôle. Hein, ça vous bien dit que c'est une étiologie qui fait que vous êtes à risque, et puis après, soit vous êtes sévère, puis vous retrouvez dans la cohorte clinique, soit c'est moins sévère et vous allez vous retrouver dans la population générale. Alors, comment on peut expliquer ça? Alors, encore une fois, je reviens à ce que vous a dit ce matin Louis. Peut-être que l'environnement influence, mais il y a aussi peut-être le reste de votre génome, le reste de votre génétique qui influence. Puis je vais vous présenter deux cas où c'est le cas. La première chose, c'est que vous avez cette délétion, et puis vous regardez d'autres variants ailleurs sur le génome, qui sont rares, prédits être délétères. Ceci, on l'a fait avec Santosh Girirajan à Penn State. Et si vous regardez, une chose que je ne vous ai pas dit, c'est que les porteurs de la délétion, ils perdent à peu près 22 points de QI par rapport à leurs parents. Et si vous les séparez en deux groupes, le premier groupe, vous voyez, c'est un QI de moins de 70, pardon, donc qui correspond à le critère, si vous êtes en dessous de 70 de QI, vous avez une déficience intellectuelle. Ça, c'est le diagnostic. Et le deuxième groupe, avec plus de 70 de QI. Et si vous séparez ces deux groupes et vous comptez le nombre d'altérations rares ailleurs sur le génome, dont des gènes qu'on sait qui sont importants pour la cognition, vous voyez que, de manière significative, les gens qui ont une déficience intellectuelle tendent à avoir plus d'altérations ailleurs sur le génome, d'altérations rares. Okay? Donc il semble qu'il y a une addition des effets. Est-ce que ça doit être toujours des variants rares? Alors la réponse est non. Et ici, j'utilise un autre réarrangement, un autre changement d'architecture. On est cette fois sur le bras long du chromosome 22. Et ça, c'est l'étiologie la plus commune, un tout petit peu plus commune que la duplication du 16, associée avec la schizophrénie. Et on avait la chance d'avoir des patients qu'on a suivis, des porteurs de cette délétion, qu'on a suivis longitudinalement. Et vous n'êtes pas tout de suite schizophrène. La schizophrénie, c'est une maladie de l'adulte. Je simplifie, mais disons que c'est une maladie de l'adulte. Et donc, vous êtes d'abord dans un prodrome, et peut-être petit à petit, au cours de votre vie, vous allez devenir et diagnostiquer schizophrène. Alors, si on sépare ces porteurs de cette délétion, et puis on les met dans 5 puits différents, 5 groupes différents, en fonction du risque génétique qu'ils ont d'être schizophrènes. Mes collègues et nos collègues avec Louis ont fait plein de GWAS avec la schizophrénie, et ils ont identifié au moins plusieurs centaines de locus où certains allèles mettaient les porteurs à risque. Alors vous pouvez additionner le nombre de mauvais allèles que ces gens ont accumulés. Et puis, si vous regroupez ces porteurs, justement, de cette grande délétion de le chromosome 22 entre ceux en bleu qui, sur le reste du génome, sont le moins à risque par rapport à ceux qui sont en rouge, sur ceux qui sont plus à risque, vous voyez que le nombre de cas qui évoluent d'un prodrome à une schizophrénie complète est significativement plus grande à droite qu'à gauche. Encore une fois, parce qu'il y a une addition, c'est pas totalement monogénique et mendélien, il y a une chose qui donne tout l'effet. Cet effet, il est modulé par d'autres choses qui arrivent
soit dans votre environnement, c'était dit ce matin, soit dans le reste de votre génome. Et ces autres variants peuvent être communs ou peuvent être rares. Comment on peut expliquer la pléiotropie? Comment avoir une seule cause, une seule étiologie qui fait plein d'effets? Alors, il y a deux possibilités. Je vais finir là-dessus. C'est qu'il peut y avoir une pléiotropie qui est directe. Je vous rappelle, il y a 29 gènes dans cet intervalle. Certains, peut-être, influencent l'obésité, d'autres, l'autisme, de manière séparée. Une autre possibilité, c'est une pléiotropie indirecte. Vous avez un ou plusieurs gènes qui suscitent un trait, et ce trait en suscite un autre. Et en fait, ça c'est un peu compliqué, mais si vous avez une délétion de cet intervalle, tous les gènes sont délétés, ils vont faire que vous êtes obèse, et si vous êtes obèse, vous serez à risque d'autres traits, entre autres diabète type 2. Et ça, c'est à peu près, pour 2/3 des cas, des effets qu'on voit. Ils sont subséquents à une première pathologie. Mais ce n'est pas vrai pour tout. Il y a des effets où, en fait, différents gènes, donc c'est une pléiotropie directe, où différents gènes, lorsqu'ils sont changés en nombre de copies, influencent le phénotype. Et je vais finir justement avec ça. Un autre trait qu'au départ, on n'avait pas vraiment regardé parce qu'on suivait des enfants, et puis là, il a fallu aller un peu plus tard. Si on regarde quand ils passent la puberté, le cap de la puberté, ici, chez les filles, on utilise UK Biobank. En fait, les porteurs de la délétion ont leur ménarque, donc leur première règle, plus tôt, à peu près une année et demie plus tôt que les gens qui ont 2 copies de l'intervalle. Et puis, ceux qui ont la duplication, à peu près une année et demie plus tard que leurs amis et camarades de classe qui ont 2 copies. Alors, ceci est vrai, même si on corrige pour l'obésité, parce que l'IMC joue un rôle de quand on va passer la puberté. Alors, ici, je vous présente les filles. C'est la même chose pour les garçons. Ceci, ce n'est pas un vrai problème en soi. Il y a peut-être un petit problème d'ego parce qu'on a notre barbe et notre moustache qui poussent un peu plus tard que ceux de nos camarades de classe. Le problème, il vient plus tard. C'est que c'est aussi, en fait, plus tard, il y a un parallèle et une association avec des problèmes reproductifs plus tard dans la vie. Soit les délétions en jaune, soit les duplications en bleu ont en fait des problèmes reproductifs plus tard dans la vie. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut modéliser ça. Alors avant, je vous ai parlé du poisson zèbre. Ici, on a pris une souris. Et puis, les 29 gènes sont dans le même ordre chez la souris. Et puis, on a fait des souris où il y avait la délétion et la duplication, les mêmes qu'on trouve chez nos patients humains. Et si on fait ça, et qu'on ne regarde pas quand sont les premières ménarques, mais quand c'est le premier cycle où elles sont fertiles, donc quand ces souris atteignent la puberté, on voit qu'il y a aussi de nouveau un effet miroir. La délétion, c'est plus tard, la duplication, c'est plus tôt que les autres souris qui n'ont pas la délétion ni la duplication, qui sont aussi dans la même cage. Et ces altérations viennent aussi en parallèle avec des altérations de la reproduction plus tard et des altérations faites au niveau des gonades. Alors bien sûr, quand on parle de développement sexuel, on parle toujours de l'axe hypothalamus, glande pituitaire, gonade. Et puis, du coup, on est revenu à des données qu'on avait. Je vous ai dit qu'on avait regardé la taille du cerveau chez nos porteurs de délétion et nos porteurs de duplication. Puis on avait fait ça aussi chez nos souris. Et en fait, on a une corrélation négative entre le nombre de copies, 2 copies, 3 copies, 2 copies et 1 copie de l'intervalle. Sachant ça, on a pu revenir au poisson. Et là, on a un poisson où le gène GNRH3, il est tagué avec une couleur verte. Ça nous permet de mesurer la surface des neurones qui expriment GNRH, qui va, en fait,
participer au développement sexuel. Et si on fait ça, de nouveau, on surexprime nos 29 gènes, et en fait, on n'en a qu'un, c'est pas important lequel, mais on a un seul qui diminue la surface des neurones qui expriment la GNRH. Encore une fois, on peut enlever ce même gène chez le poisson, on a la même chose, on altère de manière significative le nombre de neurones, peut-être pas le nombre, la surface des neurones qui expriment cette hormone, GNRH. Et puis, en fait, on se rend compte que c'est un très bon candidat parmi les 29, parce que ce gène en jaune est exprimé dans toutes les parties du système nerveux central, et puis en vert, donc la glande pituitaire. Donc un très bon candidat, parce que c'est là où ce gène fonctionne, pour un rôle dans le développement sexuel. Donc, pour revenir à cette pléiotropie directe, KCDT13 avec MVP et MAPK3 influence certainement un rôle à jouer dans la circonférence crânienne, l'obésité et l'autisme pour la délétion et pour la duplication aussi ces gènes, dans schizophrénie, sous-poids sévère et microcéphalie. Mais c'est un autre gène dans cet intervalle, ce ASPHD1, qui certainement joue un rôle dans le développement sexuel et quand vous allez passer la puberté. En fait, c'est aussi quand vous allez atteindre la ménopause. Mais ça, je ne vous en ai pas parlé. Donc, je vais finir là. Ces réarrangements, il y a à peu près une personne sur 1000 qui a des réarrangements sur ce bras court du 16. Et puis, ils sont associés avec une perte de cognition, l'autisme, la schizophrénie, et puis des effets en miroir sur l'IMC, la taille de la circonférence crânienne, et puis quand vous allez, en fait, passer la puberté. En fait, et je reviens à cette phrase de Chiara, ces réarrangements, ils sont suffisamment délétères pour qu'il y ait des cas sévères associés qu'on retrouve dans nos cohortes cliniques, mais ces réarrangements ne sont pas suffisamment sévères pour que ces gens ne soient pas en général aussi dans la population générale, la population contrôle. Et puis, en fait, l'action, elle est soit directe, c'est un gène, un phénotype, ou deux gènes, un phénotype, mais plusieurs de ces 29 gènes, phénotypes différents, ou alors indirecte, d'abord on est obèse, et après, on a d'autres phénotypes. Voilà, je vais m'arrêter là. Voilà plusieurs des gens avec qui j'ai collaboré que je tiens à remercier ici. Merci pour votre attention.